L'immobilier, c'est tellement vaste, ça nécessite tellement de compétences que tu peux pas avoir une personne qui maîtrise tout vraiment de A à Z. Il y a moi et il y a la SCI. La réalité, c'est quand je vais voir des banquiers, c'est peut-être aussi parce que je suis trop petit pour l'instant, mais ils confondent les deux. Donc sur les tendances, je te dirais la coloc ça l'est moins, la courte durée ça l'est plus du tout selon moi, donc encore une fois. C'est juste le budget publicitaire, 800 € au coup par clic. Ouais, c'est un peu faible ouais, sur Google. Et le deuxième enjeu, c'est qu'il ne faut pas oublier que tous les litiges entre locataires et propriétaires, 90%, c'est quand on est en direct, locataire-propriétaire, qu'il n'y a pas de professionnel au milieu. Bienvenue dans Décroche ton téléphone, le podcast des entrepreneurs en croissance. Vous nous connaissez, je suis William, voici Alexis. Par contre, vous ne connaissez pas Pierre qui nous rejoint aujourd'hui sur le plateau. Pierre, est-ce que tu peux te présenter? Déjà, merci d'être là. On veut tout savoir sur qui tu es. Eh bien, super, merci pour l'invitation. Je suis Pierre-François, je suis le cofondateur de Cataneo Group. On est une solution immobilière avec 4 activités. On fait du conseil et de la recherche d'investissement locatif. On est une entreprise de rénovation, une entreprise de gestion locative et on fait également de la vente. Donc on a 4 activités, 4 pôles qui permettent aux particuliers de faciliter et sécuriser leurs projets immobiliers. On existe depuis 2017, on a fait plus de 800 projets, 40 personnes, 3 agences. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. 40 personnes, 3 agences, c'est plus gestion, c'est assez réparti, on va dire quasiment équivalent 10 personnes sur chacun des 4 pôles, selon les métiers que je viens de citer. Ok. Bon, j'ai quelque chose comme 1 million de questions à te poser autant sur le côté investissement. Peut-être commencer par ton parcours. C'est quoi le début de ton parcours? Qu'est-ce qui t'amène à Cataneo? C'est quoi un peu ton histoire? Ouais. En fait, à la base, moi, je ne faisais pas de l'immobilier. Je faisais du conseil en stratégie d'entreprise. Donc, j'ai fait un doctorat avec l'IAE de Lyon 3, donc pur lyonnais. Et dans le cadre de mon doctorat, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil également. Et un de mes clients était le Ninkasi, entreprise lyonnaise assez connue. Et donc, ma thèse de doctorat consistait à mettre en théorie la stratégie de développement du Ninkasi. Et finalement, la conclusion, pour ceux qui ne connaissent pas le Ninkasi, c'est que leur métier principal, en fait, c'est d'accueillir le client et de leur vendre, on va dire, 3 produits en leur faisant passer un bon moment, les bières, le burger et la musique. Et en fait, moi, j'ai voulu un peu reproduire la même chose dans l'immobilier. C'est que quand tu franchis la porte de mon agence, bien moi, je vais te faire passer un bon moment, je vais t'accueillir et je vais m'occuper de tout. Je vais te conseiller, trouver ton opération, la rénover, la gérer. T'as rien à faire, je te conseille, je sécurise et tout se passe bien. Donc, j'ai essayé un petit peu d'appliquer le monde du Ninkasi à l'immobilier. Et c'est comme ça qu'on a créé l'entreprise en 2017 avec un de mes associés, Alexandre, qui lui est architecte de formation. Et en fait, tous les deux, on avait fait pas mal d'opérations immobilières à titre personnel. C'est comme ça qu'on est venu à l'immobilier. Moi, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était financier, rentabilité, fiscalité. Lui avait vraiment la fibre technique de par sa formation d'architecte. Et en fait, à force d'avoir des gens dans notre entourage qui nous disaient comment tu fais Pierre, comment tu fais Alexandre de l'immobilier, on s'est dit en fait, il y a peut-être une solution à créer pour accompagner les particuliers qui se confrontent en fait à plein de problématiques, choisir le bon projet, gérer ses travaux, gérer le financement, plein de questions. Et donc nous, on a voulu vraiment tout centraliser en interne au sein de l'entreprise. C'est ça la promesse qu'on fait chez Cataneo. Ok, et tes opérations, c'était quoi du coup? J'ai commencé par faire tout ce qu'il fallait pas, à bien me planter. Saint-Étienne? Non, alors peut-être pas. Non, mais dans la machine. Typiquement, mon premier projet, c'était un T2, donc un 40 mètres carrés à Saint-Genis-Laval, avec un bail nu, donc avec beaucoup de fiscalité. Et comme j'avais pas le temps de m'en occuper, parce que comme j'étais consultant, je bossais beaucoup, je prenais l'avion 3 fois par semaine, j'avais acheté un appartement qui était vendu loué, donc avec un bail en cours, à un papy de plus de 70 ans, donc protégé. Et donc, je pouvais pas sortir le papy, je optimisais pas mes fiscalités. Puis, au bout de 2 ans, première déclaration d'impôt, je me dis, mais merde, en fait, cet investissement-là, il est pas du tout optimisé, parce que il me rapporte rien, je paye beaucoup d'impôts dessus. Et donc, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser, à me questionner, qu'est-ce que je peux faire pour l'optimiser? Donc, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant de faire du meublé, sur le plan fiscal, que la surface était peut-être pas optimisée en faisant du 40 mètres carrés, tu vas avoir plus de rentabilité en faisant 20-25 mètres carrés. Donc voilà, j'ai appris de mes erreurs. Et après, j'ai fait mon deuxième, mon troisième, mon quatrième projet, qui était bien mieux, mais plus réussi. Et c'est comme ça qu'après, on a créé l'entreprise Cataneo en proposant en fait les premiers projets qu'on proposait à nos clients. C'était ceux qu'on faisait à titre personnel, des copier-coller sur la stratégie, sur ce qui fonctionnait pour nous.
T'as un truc qui marche, tu le proposes, tes potes te le demandent, tes potes deviennent tes clients. Des gens qui ne te connaissent pas deviennent tes clients. Cataneos se construit par la force des choses, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Alors au début, c'était pas vraiment nos potes, nos clients. Moi, j'ai vraiment voulu dissocier. Je voulais pas prendre de potes clients durant les 3 premières années pour être sûr qu'on travaillait bien, qu'on maîtrisait le process. Donc ça a plutôt marché par le bouche à oreille. On avait tous les deux quand même un bon réseau lyonnais avec Alexandre. Et donc on a pu se développer par le bouche à oreille principalement au début. Et puis 3 ans après, quand le process fonctionnait bien, qu'on avait fait plus de 100 opérations, on s'est dit bon, là on est robuste, on maîtrise le process, on tient la promesse, donc on est à l'aise pour proposer notre solution à des potes. Et demain, moi j'ai plus le temps parce que je suis un entrepreneur, je bosse 80 heures par semaine. Je te confie un mandat, enfin ça marche comment? Je sais pas, j'ai 50 000 balles, je veux faire un investissement cohérent. Je viens de voir. Ouais, en fait, nous, on part du principe que les personnes qui viennent nous voir n'ont aucune compétence dans l'immobilier, même si elles pensent en avoir. Donc, notre force, c'est d'abord de faire du conseil. Parce qu'on ne va pas faire le même projet, pas la même dimension, pas le même montage financier, ni fiscal, ni le même mode d'exploitation, selon là où tu en es dans la vie, combien tu gagnes. Il va y avoir vraiment une phase de conseil. Donc, nous, on part vraiment d'abord une phase de cadrage, conseil, qui va prendre 2-3 heures pour être sûr que le projet qu'on va faire va répondre aux objectifs et à la situation du client. Et seulement après, on va exécuter la mission, prendre le mandat de recherche, trouver l'opération, gérer les travaux, etc. Donc vraiment, là où j'insiste, c'est que nous, on n'a pas vraiment le rôle d'un catalogue d'opérations. On a vraiment le raisonnement inverse. On part du client, c'est quoi son investissement idéal, et ensuite on le trouve. Et sur ça, donc là, il y a un peu de notion de fiscalité, il y a plein de compétences qui rentrent en jeu. T'as des personnes que t'as formées pour chacune de ces compétences, ou est-ce qu'il y a une personne qui gère tout le projet de A à Z et elle est multi-compétences? Enfin, comment ça se passe? C'est une super question, et en fait, c'est vraiment un sujet qu'on a eu dans le développement de l'entreprise, parce qu'on se dit que c'est plus confortable pour le client d'avoir un interlocuteur qui va tout gérer de A à Z. Sauf qu'en réalité, l'immobilier, c'est tellement vaste, ça nécessite tellement de compétences que tu peux pas avoir une personne qui maîtrise tout vraiment de A à Z. Et donc, nous, on a vraiment fait le choix de dissocier chaque phase pour que notre client, il ait un interlocuteur spécialiste à chaque grande phase. Donc, la première phase, c'est le conseil. La deuxième phase, c'est la recherche du projet. La troisième, c'est la partie technique, travaux. Donc là, nos clients sont en face d'un conducteur de chantier, architecte d'intérieur. Et ensuite, il y a la phase de gestion locative. Donc on a découpé pour avoir vraiment un niveau de compétence maximal pour nos clients. Ce côté conseil, je le comprends. Moi, vu que je me suis pas mal lancé sur ce sujet, j'ai l'impression de connaître plein de choses. Donc du coup, je suis peut-être un client chiant pour toi. Ouais. Moi, j'investis dans de la colocation, par exemple. Alexis est en train de faire la même chose en ce moment. Et c'est un modèle qu'on a pas mal éprouvé. Le modèle, c'est colocation, 3 chambres, salon, je transforme dans la 4e chambre. Je fais en sorte qu'il y ait un espace de vie, mais je valorise pas mes colocations pour l'espace de vie. Je sors sur la tension locative lyonnaise. Je veux dire, moi, c'est les étudiants trouvent pas de logement. Ils sont super contents et j'ai pas un turnover non plus. Je change pas tous les 2 mois. J'achète des biens que je dirais que je les achète pas cher. Je vais les acheter entre 160 000 et 180 000 grosso modo. Je vais louer des chambres entre 450 et 500 euros la chambre, ce qui me fait quand même entre 1800 et 2000 euros de loyer. Par contre, j'ai pas acheté cher, donc j'ai un super rendement, ça doit être vers 12-13%. Par contre, la valorisation du bien est beaucoup plus faible. Et moi, ça me parle. Ça me parle parce que j'ai pas d'effort d'épargne, parce que j'achète pas trop cher, parce que j'ai une bonne stratégie cash flow. Je sais que j'ai des limites sur le côté valeur patrimoniale. Est-ce que, enfin, là, je demande un consulting gratuit pour toute la France, hein, mais est-ce que c'est une idée de merde? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que toi, tu me dirais, fais la même chose avec Garibaldi et paye 250 000 balles ton appart? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ce que je fais concrètement? Alors, ce que tu fais, je l'ai déjà fait pas mal pour moi, donc je le connais bien, et on le fait beaucoup pour nos clients. Si tu le fais dans un objectif purement financier, avoir la rentabilité, que tu es prêt à avoir un petit peu de risque sur la vacance locative, effectivement, c'est très bien. Nous, on va plutôt conseiller quand même de mettre une 4e chambre dans la colocation, de faire un petit peu plus grand, parce que grosso modo, tu rajoutes 12-15 mètres carrés, ça va te coûter 40 000 euros de plus pour un loyer à 500 euros de plus par mois. Donc en fait, ta 4e chambre, c'est une chambre à plus de 12 points de renta. Et ça, c'est assez important. En revanche, là où j'attire ton attention, c'est t'es assez jeune, t'en es où dans ton projet de résidence principale? Est-ce que les projets que tu fais qui te créent de l'endettement,
ne vont pas te freiner le jour où tu souhaites acquérir ta résidence principale. Donc c'est là où moi j'attire l'attention sur le conseil. Moi je dis toujours un bon projet immobilier, c'est celui qui te permet de faire le prochain. Et donc c'est très bien de faire du locatif, préparer l'avenir, lever de la dette, ça te permet de capitaliser, mais ça serait entre guillemets terrible si demain tu veux agrandir ta famille, acheter une belle maison. Ah bah non monsieur, vous faites trop d'immobilier, vous avez trop de dettes, donc la banque ne te suit pas. Donc là-dessus, point de vigilance. En revanche, sur la stratégie et le mode d'exploitation, je trouve que c'est très bien parce que tu as un bon équilibre. Tu as la tension locative de Lyon, avec donc qui t'apporte de la sécurité, avec la rentabilité de la coloc. Donc je trouve que ça fonctionne très bien et c'est une solution qu'on préconise et qui fonctionne selon là où tu en es dans la vie, comme je te disais, avec l'impact sur le taux d'endettement. Ouais, non, mais parce que clairement, moi un jour j'ai l'espoir, j'ai envie d'avoir une baraque sympa. C'est une blague entre un demi-million et 600 000 en région lyonnaise, même voire 700 000 en fonction de là où tu vas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis au taquet côté endettement. Enfin, je veux dire, à un moment, faut se le dire. Alors, j'investis en SCI, donc j'ai mon montage Okay. holding, j'ai ma SCI à l'IS. Donc, d'une certaine manière, je me dis, il y a moi et il y a la SCI. La réalité, c'est quand je vais voir des banquiers, c'est peut-être aussi parce que je suis trop petit pour l'instant, mais ils confondent les deux. Ils regardent mon patrimoine perso et ils considèrent que mes investissements SCI, c'est la même chose. Ils me font une analyse personnelle. Donc c'est vrai que ça pourrait me bloquer. Faudrait que j'y réfléchisse. Ça, Mais c'est vrai que là, tu vois, je vois l'intérêt. C'était la question que je voulais te poser, en quoi les projets personnels peuvent autant impacter sur un investissement immobilier. Et c'est vrai que je suis comme toi. Bon là, on a tous les deux acheté notre résidence principale à Lyon, on a nos appartements. Mais c'est vrai que demain, j'aimerais bien me faire plaisir sur la petite maison en banlieue. Et c'est vrai que je me suis jamais dit que les investissements immobiliers pouvaient bloquer ça. Et je comprends mieux du coup l'intérêt en effet de passer par cette phase Et complète. tu vois, là, vous rebondissez sur l'aspect endettement lié au locatif, mais nous, c'est aussi des sujets qu'on voit hyper fréquemment pour des jeunes qui ont 28-30 ans, qui viennent d'être diplômés, qui ont leur premier boulot, et tout de suite, ils achètent leur premier T2, résidence principale, parce que c'est la norme, c'est ce que te disent les banquiers, c'est ce que te disent tes parents. Quand tu as ton CDI, tu achètes ton appart, sauf qu'en fait, tu achètes ton T2 à 28 ans, donc tu t'endettes bien, mais 4-5 ans plus tard, la plupart du temps, bah, tu as rencontré quelqu'un, tu vas faire des enfants, et donc l'appartement est trop petit, tu as besoin de racheter quelque chose. Et donc tu vas devoir revendre ton T2 pour acheter le T3. Sauf qu'en 4-5 ans, selon le cycle immobilier, en fait, tu perds de l'argent sur le coût des intérêts bancaires, sur les frais de notaire. Et donc souvent, dans ce schéma-là, le bon conseil, c'est plutôt de se dire, bah, je vais faire un premier projet locatif à 28 ans, un petit studio avec un prêt sur 25 ans, ce qui fait que ça va me permettre d'être souple, de garder de la capacité d'emprunt pour acheter le T3 à 32-33 ans et garder en même temps le studio. Et donc comme ça, je prépare mon avenir et je concilie plusieurs projets, je capitalise et je reste locataire de mes 28 à mes 33 ans. Sur le plan financier, c'est le bon schéma. Sauf que c'est pas le schéma naturel. C'est vrai que du coup, ça, on a acheté nos T3 du coup directement. Parfait. Donc au moins on a un peu de marge et c'est ce que je me dis, c'est que cet appartement, je vais pouvoir le garder jusqu'au moment où en fait, le nombre de la famille fera que le T3 sera insuffisant. Ouais, j'avais une autre question un peu. On a parlé de la colocation et notamment à Lyon. Moi, ça m'intéresse de voir un petit peu d'avoir ton avis sur le marché justement immobilier de manière générale. Alors la colocation est une bonne idée à Lyon parce qu'il y a le sujet étudiant, beaucoup d'étudiants. Mais comment que ce soit à Lyon ou même de manière globale, c'est quoi un peu les tendances en ce moment du marché? Tu dois sûrement être très au courant. Et c'est quoi un peu les tendances à venir aussi sur quoi on se projette au niveau de l'immobilier? C'est la question bateau, mais on veut ton avis. Déjà, je pense qu'en tant qu'investisseur, c'est intéressant de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, c'est-à-dire de ne pas faire que des colocs, que de la location courte durée, que de l'immeuble, etc. Je pense que c'est important de diversifier. Ce que je peux dire déjà sur les tendances qui ne sont plus, je pense que la location courte durée, c'est quelque chose de passé. En tout cas, dans nos grandes villes comme Lyon, que je maîtrise assez bien, parce que aujourd'hui, on a l'urbanisme qui est contre, on a les copropriétés, des lois qui arrivent, qui sont déjà en place pour restreindre cette exploitation-là. Et en plus, on a beaucoup de concurrence, beaucoup de produits sur le marché, les hôtels aussi. Donc, moi, je le vois, je le faisais par le passé. J'avais jusqu'à 7 appartements en courte durée. Aujourd'hui, j'en ai plus que 3. Et je les ai repassés en exploitation, on va dire, classique. Donc, la location courte durée, pour moi, cette tendance, elle est terminée. La colocation, selon les secteurs, ça va plus ou moins fonctionner. La colocation à Saint-Étienne, par exemple, ça ne fonctionne pas. À Lyon, Villeurbanne, ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on a des étudiants, on a des écoles.
Et donc, on va toujours regarder la tension locative. Et je dirais quand même que sur le sujet de la colocation, nous, on était assez précurseurs, on en faisait il y a 10 ans. On louait toute l'année très facilement. Aujourd'hui, en 2026, on a de la vacance locative. On n'en avait jamais eu autant. Donc, la tendance est c'est moins favorable aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc, pareil, on a encore de la concurrence qui arrive. C'est le même schéma. T'expliques comment c'était concurrence? Parce que moi, je suis en plein dedans là. Demain, je fais une entrée. Non, après-demain, je fais une entrée de locataire. Mais moi, j'ai l'impression que de février à juin, je prospecte mes locataires. Par contre, en dehors, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, il commence à y avoir une C'est saisonnalité. exactement ça, parce que tes locataires, c'est des étudiants, et donc il y a peu d'arrivées d'étudiants entre février et juin. Donc, vigilance, quand tu fais de la coloc, tu sais que tu peux avoir de la vacance locative à cette période-là. De l'intérêt de faire un BP en prévoyant cette vacance locative. Exactement. Nous, aujourd'hui, on met 5% de vacances locatives dans nos hypothèses financières. Donc, sur les tendances, je te dirais, la coloc, ça l'est moins, la courte durée, ça l'est plus du tout, selon moi, hein, donc encore une fois. Après, qu'est-ce qui nous reste comme mode d'exploitation? Moi, j'ai envie de dire, pour moi, le schéma qui fonctionne hyper bien dans notre secteur, c'est de faire le petit studio lyonnais, dans des secteurs à côté des écoles et des transports. La chance qu'on a à Lyon, c'est que on est dans des secteurs où les écoles sont dans des zones où l'immobilier ne coûte encore pas très cher. Villeurbanne, la Doua, Lyon 8e. Donc on achète encore pas très cher. Le studio, ça augmente la rentabilité et on a une sécurité locative qui est maximale. Lyon, aujourd'hui, on est la première ville de France devant Paris en termes de tension locative. En moyenne, pour un logement, on a plus de 9 locataires. À Paris, c'est 7. Ouais. Ah ouais, je te coupe, hein, mais j'avais pas conscience qu'on était passé devant Paris sur cette partie de tension. Et donc, quand vous m'interrogez sur les tendances, nous, aujourd'hui, ce qu'on développe de plus en plus, c'est de faire de la division. De la division officielle dans les règles de l'art. Donc, on fait acheter à nos clients des appartements qui font 50-60 mètres carrés. On va faire 2 studios ou un studio et un T2. Ça va tout de suite valoriser l'actif parce que dans l'immobilier, plus c'est petit, plus c'est cher. Donc, on apporte une valorisation sur le foncier. Et puis, on va louer plus cher avec l'exploitation studio ou T2. Donc ça, c'est vraiment une tendance. C'est plus technique à faire parce qu'on a des enjeux en termes d'urbanisme, en termes de copropriété, en termes de travaux. Donc ça demande une expertise. Mais de toute façon, c'est aussi la recette d'un produit qui fonctionne. Hein. Quand c'est trop simple, tout le monde copie et donc ça crée de la concurrence et ça devient plus dur. Donc là, sur la division, c'est plus technique, mais ça fonctionne très très bien. Alors, typiquement, toi, Alexis, tu es sur une opération là, de coloc, que tu vas rentrer, tu auras quelques travaux. Dès que tu auras tout qui sera prêt, a priori, j'imagine que tu vas chercher tes locataires, faire tes entrées de locataires. Si demain, Alexis n'a pas envie de le faire et qu'elle a envie de te confier la gestion de la coloc, déjà, est-ce que tu fais? Ça marche comment? C'est quoi le process pour la coloc qui n'est pas la même qu'une location classique? Déjà, vous faites de la Oui, gestion? tout à l'heure, je vous disais que nous, on avait 4 pôles, l'investissement, la réno, la gestion et la vente. Donc, soit on peut travailler de façon clé en main avec la synchronisation des 4 pôles qui accompagnent le projet du début à la fin, mais on sait aussi travailler de façon indépendante, pôle par pôle. Donc, on sait tout à fait gérer une coloc. Ce qui est assez spécifique, c'est qu'il y a beaucoup plus de turnover, de rotation de locataires dans les colocations. Dans le fonctionnement traditionnel des agences immobilières, en fait, l'agence va facturer le propriétaire à chaque changement de locataire. Et donc, le piège, avec ce fonctionnement-là, c'est que l'agence s'enrichit au changement de locataire, alors que le propriétaire, lui, a sa rentabilité qui se dégrade et donc il s'appauvrit. Donc, il y a des intérêts qui ne sont pas alignés. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on a mis en place une solution pour les colocs. En fait, on prend un pourcentage des loyers encaissés pour gérer à la fois la location et la gestion, et peu importe qu'il y ait 2, 3, 4 ou 5 locataires qui changent dans l'année. Et donc, ça aligne les intérêts. Le but, c'est que ce soit loué tout le temps avec un taux de remplissage 100% paiement des loyers. Tu peux donner le pourcentage ou... Oui, on prend 12% TTC pour s'occuper d'absolument tout. Donc, j'insiste sur le terme des sommes encaissées. Ouais. Et par contre, tu fais appel de charge, c'est du clé en main. On s'occupe de tout, gestion locative classique. Putain, ça... Les urgences, il faut changer la cafetière, comme tu disais. Oui, c'est ça. Ok, ça force à réfléchir du coup. Hein, sur... Parce que moi j'ai mes parents, je les ai lancés dans le business sur ça, ou et la mulatière. Ça tourne, ils gèrent eux-mêmes, donc ils aiment bien, parce qu'ils aiment bien. On était étudiants, on s'est barré de la maison, c'est un peu leurs étudiants, ils aiment bien prendre soin, ils vont mettre le coup de peinture, s'il y a un problème, une porte laquée, ils vont aider. Mais si demain ils en ont plein la tête et qu'ils ont envie de le délayer, du coup, déjà j'ai un pourcentage en tête. En fait, moi je vois 2 choses. La première, c'est que quand tu es particulier, tu le fais toi-même au début, ça te fait rire, mais à force,
ça te fait moins rire parce que c'est un peu, ça te prend du temps et j'ai envie de dire chacun son métier. Nous, en état des lieux, on a des logiciels professionnels, pareil pour les situations comptables, etc. Donc mine de rien, ça va donner un cadre. De même que sur le bail, sur le plan juridique, il y avait des vrais enjeux sur les mentions obligatoires à positionner pour que le bail soit, protège suffisamment le propriétaire. Donc ça, c'est assez important. Et le deuxième enjeu, c'est qu'il ne faut pas oublier que tous les litiges entre locataires et propriétaires, 90%, c'est quand on est en direct, locataire-propriétaire, qu'il n'y a pas de professionnel au milieu. Donc le professionnel est quand même là, au-delà de faire gagner du temps, c'est aussi pour sécuriser son propriétaire. Ouais, alors déjà, j'avais pas la stat. Donc, surtout, moi, j'ai toujours fait du bricolage hein, sur ça. Mes boss et moi, c'est du récupérer à gauche, à droite. Nous, d'ailleurs, on récupère souvent les pots cassés. C'est quand des particuliers viennent nous voir. Ah tiens, j'ai une contestation sur le complément de loyer, sur l'encadrement des loyers. Ah, j'ai un locataire qui en a impayé. Vous pouvez reprendre le dossier parce qu'en fait, il s'est planté et donc, au secours à l'aide, il vient voir le professionnel. Tiens, je me sens concerné, j'ai eu le sujet avec Mon conseil, c'est peut-être parfois de ne pas attendre d'avoir le problème et de l'anticiper. Enfin, c'est... Non, mais j'ai le sujet là, j'ai une colocation où j'ai eu en fait, ça se passait tellement bien qu'à un moment, j'ai eu un nouvel appartement et j'ai fait sauter la partie qui justifiait le complément de loyer. Je mettais un complément de loyer sans le justifier, mais parce qu'en fait, je me suis dit, personne m'a jamais fait chier, faut que je mette à jour la liste des raisons pour lesquelles j'ai un complément de loyer. Et je sais pas, j'ai eu la bonne idée de la virer. J'ai une locataire et je lui en veux pas du tout parce qu'en fait, elle se fait juste respecter son mandat. J'ai un peu les boules d'une certaine manière, mais c'est le jeu et j'ai fait sauter cette partie. Elle a vu la faille, elle m'a dit, bah, en fait, ça s'annule. Donc j'ai essayé d'insister, elle m'a fait comprendre qu'elle avait compris que non. J'ai fait sauter le complément. Du coup, elle a une colocation à 300 € par mois, là où c'était 550 à la base. C'est quoi les règles sur ça? Ça peut peut-être évoluer. Pas de lien avec le locataire, pas de, entre guillemets, faut voir ça comme un investissement professionnel. Et donc, pour moi, je conseille toujours en tant que propriétaire, tu mets pas de lien avec ton locataire, pas d'affect, tu te mets dans un cadre parce que c'est un contrat. Je peux te donner un exemple d'un parallèle que j'aime bien faire. Tu te fais à manger. Ouais. Est-ce que ça t'arrive d'aller au restaurant? Oui. Bah pourquoi si tu te fais à manger? Ouais, bah oui. Pourquoi tu vas au restaurant? C'est parce que tu veux passer un bon moment, mettre les pieds sous la table et que ce soit un peu mieux fait que quand tu te fais à manger toi-même. Et du temps de gagner, et enfin je sais pas pour le temps de gagner, mais. Voilà. Eh bien, quand tu confies un projet immobilier à un professionnel, c'est un peu le même principe. T'attends que ce soit mieux fait, que tu sois confortable, sans stress. Et donc, c'est ça la valeur ajoutée qu'on apporte. Tu délègues la charge. La charge mentale. Parce que quand tu es en situation problématique, et dans l'immobilier, les situations problématiques, ça peut être lourd de conséquences. Là, on parle de complément de loyer, mais si tu as des problèmes techniques sur l'immeuble, un affaissement de plancher, un problème structurel qui t'empêche d'exploiter, ça c'est le pire. Romain. Si tu as des impayés, t'as plein de sujets qui peuvent vraiment être une source de charge mentale. Et donc, quand tout va bien, c'est cool. Et quand c'est le début des problèmes, ça peut t'empêcher de dormir. Ouais, du coup, Pierre, j'en démordrai pas, mais la partie complément de loyer sur Lyon aujourd'hui, moi, si je prends les apparts que je fais, c'est environ 80 mètres carrés. Le plafonnement loyer majoré m'amène à aller vers les 1200 € hors charge. Je rajoute des charges, on va dire, je vais chercher vers les 1550, 1600, et moi, ma target, elle est vers les 2000. Donc, j'ai envie de mettre 100 € de complément de loyer par chambre. Déjà, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'il y a une proportion? Et comment justifier le complément de loyer? Sachant qu'il y a un peu ce côté où la loi définit ce qui ne passe pas en complément de loyer, mais ne définit pas ce qui passe. Enfin, quid de tout ça et comment toi tu fais? Non. Donc là, tu m'interroges un peu sur les secrets du savoir-faire, un peu comme, pour reprendre l'exemple du restaurant, les recettes secrètes du cuisinier. Ce que je peux te donner comme élément de réponse, déjà, c'est que le complément de loyer, c'est une notion qui reste assez floue, mais qui est définie comme les éléments de confort additionnels qui peuvent justifier d'un complément de loyer. Donc des éléments de confort additionnels par rapport à des logements similaires ayant des caractéristiques similaires. Donc si on fait toujours une métaphore, j'aime bien la métaphore, on peut prendre l'exemple d'une voiture. Si tu achètes une voiture qui a des options avec un toit ouvrant, le radar de recul, etc., cette voiture, elle va coûter plus cher. Et donc toi, pour appliquer un complément de loyer, quelles options par rapport à des logements similaires tu vas pouvoir apporter dans ton logement pour justifier un complément de loyer? Donc ça, c'est ce qui est dans le flou juridique, ce qui est dans la loi Elan. Nous, dans la pratique, ce qu'on fait pour les colocations, c'est qu'on va apporter une prestation quasi hôtelière pour les colocataires. Ils vont venir juste avec leur valise et l'appartement va être 100% équipé,
lave-linge, télévision, décoration, etc. On a plus de 50 équipements optionnels qui vont au-delà de la liste minimum des équipements obligatoires d'une location meublée. Et donc, c'est ces éléments-là qui vont apporter les éléments de confort additionnels et qui vont justifier le complément de loyer. L'autre aspect, c'est qu'il faut vraiment le sécuriser dans un bail et que ce soit clairement écrit pour que ça devienne incontestable. Ouais. Nous, on a eu, je pense, sur plus de 1500 locataires qui ont tourné sur des colocs. On a eu, je crois, 7 ou 8 contestations. On est passé en commission de conciliation. Grâce à notre bail et à tous les éléments qu'on apporte, on n'a jamais été embêté en conciliation, on a toujours gagné. Donc sur 1500, 7-8, vous ont gratté le vernis. Ouais, et, je t'ai pas répondu effectivement sur le montant. Mettre 100 € de complément de loyer, tout va dépendre en fait de ce que tu apportes. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut pas dépasser 40% du loyer, que le complément ne dépasse pas 40% du loyer. Dans le cadre de la formule que je propose avec le côté prestation quasi hôtelière. pour rester raisonnable, pour rester cohérent. J'avais, parce que du coup, moi, comme je te disais, j'étais amusé à gratter, à regarder les décisions de Cour de cassation. J'avais par exemple trouvé que le fait d'être dans un étage élevé permettait d'avoir un confort sonore et un confort visuel, voire olfactif. C'est bête, mais tu as une vue, de loin. T'es trop haut pour que le bruit remonte des voitures, du trafic, et donc ça apporte quelque chose. D'une part, donc ça c'était justifiable dans la décision que j'ai prise, ça avait été un motif, et on sait qu'aujourd'hui, plus t'es haut aujourd'hui ça apporte quelque chose. Le fait d'avoir un ascenseur, c'est un peu un débat, parce que est-ce que tes voisins ont un ascenseur ou pas? Tous les biens n'ont pas des ascenseurs. Moi j'étais rue Vauban dans le 6e, avant en locataire, j'étais au 5e étage, j'étais en hauteur, mais j'avais pas d'ascenseur. Pour nous, c'est des éléments qui sont trop flous et qui sont largement contestables. Donc c'est la raison pour laquelle nous, les équipements qu'on apporte sont incontestables et viennent vraiment apporter une plus-value par rapport à la location meublée classique, où normalement les équipements c'est juste le matériel de ménage, de cuisine et la literie. Donc forcément, quand on apporte des choses en plus, on se différencie et c'est incontestable. Ouais, tu dois être sécurisé, verrouillé, de toute façon éprouvé sur 1500. On l'a fait avec notre assureur, la DGCCRF, des avocats. Donc aujourd'hui, c'est carré. plutôt safe. On peut jamais dire jamais. On n'a pas de notion absolue. Après, ce qu'on sait aussi, c'est que le test sur l'encadrement des loyers à Lyon se termine au mois de novembre 2026 et que la nouvelle métropole, il se dit que ça ne devrait pas être reconduit. Donc on a quand même cette vision-là. Maintenant, ça n'a pas été problématique pour investir. On a utilisé la loi telle qu'elle est pour apporter ce complément et ça fonctionne encore très bien. Ouais, parce que moi j'ai plein d'agents immobiliers qui me disaient, ils voulaient me vendre à Vénissieux par exemple. Moi je suis à Lyon 8, je suis à limitrophe Vénissieux, mais je veux être à Lyon 8 parce que je ne veux pas sortir de Lyon. Sauf que quand on veut mettre en place une location et que sur le code postal c'est écrit Vénissieux, on va pas avoir la même demande locative que Lyon 8. C'est quand tu tapes quand tu vas sur Google et que tu tapes que tu es un parent, j'ai une locataire, sa mère est à Nantes, elle vérifie. Villeurbanne-Bel-Air, c'est une information neutre, 3 fusillades. Vénissieux, je ne sais pas ce que c'est, mais et Lyon, ça va. Vénissieux, c'est les émeutes d'il y a 10-15 ans. Ouais. Tu tapes Vénissieux, tu as toutes les émeutes et tout. Mais ce qui n'est pas représentatif, parce que et Paris est en train de se développer de fou. Paris commence à être vachement bien. Paris, c'est un super quartier. J'ai visité un bien qui était en face du parc. Franchement, limite, même pour y habiter moi, ça aurait été génial. Tu as le parc en face, c'est calme. Mais Vénissieux, quoi. En fait, quand tu fais de la location meublée, faut pas oublier que les locataires, ça va souvent être des jeunes, des étudiants, des jeunes actifs qui ne connaissent pas le marché lyonnais. Donc le premier réflexe pour les parents, ça va être de s'enseigner sur Google, de taper l'adresse. Et donc quand tu tapes Vénissieux sur Google, c'est beaucoup plus délicat sur les faits divers que si tu tapes Lyon. Donc voilà pourquoi le premier critère de l'immobilier, on dit toujours que c'est l'emplacement. C'est lui qui va impacter ta tension locative et ta sécurité de ton investissement. Et quid de Villeurbanne? Parce que finalement, est-ce qu'on n'aurait pas d'intérêt à pousser pour que ça devienne le 10e arrondissement de Lyon? Parce que finalement, c'est dans Lyon, mais pour des personnes qui font des recherches hors Lyon, ils vont pas spontanément taper Villeurbanne. Villeurbanne, déjà, faut savoir, je crois que c'est la 17e ou 18e plus grande ville de France. Je crois que tu as plus de 150 000 habitants. Je crois que tu as un habitant sur 2 qui a moins de 35 ans. Donc c'est une vraie ville qui est jeune, qui est dynamique. Tu as la DOA, 40 000 étudiants, tu as le métro. Donc tu as quand même beaucoup de demandes à Villeurbanne. Sur l'indice de tension locative, je crois qu'on est quasiment à 4, quand à Lyon on est à 9. Donc ça reste quand même une ville avec de l'attraction et où ça fonctionne très bien.
Ça fait partie de la métropole, il y a des projets urbains, c'est une ville en pleine transformation. Et je dirais quand même que tu as le bon et le mauvais Villeurbanne. C'est pas du tout pareil, gratte-ciel, République, Charpennes, que de parler des Buères ou de Perlières. Donc, les quartiers sont très différents, d'où l'importance de connaître aussi bien les quartiers. Et alors moi je passe sur totalement un autre sujet parce que ça m'intéresse aussi. C'est comment toi tu passes de l'idée de t'associer avec Ataneo, de commencer à faire ce que tu nous as raconté, à proposer tes services à 4 agences, c'est ça? Plus d'une dizaine de collaborateurs. C'est quoi un peu le parcours, les différentes étapes? À quel moment tu t'es dit vas-y je vais faire la grosse boîte finalement? Parce que tu aurais pu rester un peu de manière artisanale. Comment ça s'est passé un peu tout ça? Je dirais que ça a été chemin faisant au fil des rencontres et des opportunités. On a eu de la chance avec mon associé Alexandre de tomber sur des personnes qui ont cru en notre projet et qui ont voulu le rejoindre et qui l'ont fait grandir aussi. Donc c'est vraiment une aventure humaine avec toutes les personnes qu'on a rencontrées. On s'est structuré. Tout à l'heure, je parlais de nos 4 activités. En fait, juridiquement, c'est 4 entreprises différentes. Et donc, à chaque fois, on a eu la chance de rencontrer une personne qui a été moteur dans son activité et qui est devenue associé et directeur de l'activité en question. Donc, en croisant les personnalités, les ambitions, les visions, l'entreprise se développer petit à petit. Si je prends l'exemple de l'entreprise de rénovation, on l'avait pas créée dès le début. On l'a créée 2-3 ans après le lancement. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était dépendant des entreprises de travaux partenaires du début. Dépendant sur le coût, sur les délais. Quand elles avaient beaucoup de travaux, beaucoup de chantiers en cours, les délais faisaient x2 et le prix faisait x3. On s'est dit, c'est pas possible. Si on veut industrialiser notre méthode et être en confiance, on doit le faire nous-mêmes. Ça sécurise nos clients, ça sécurise notre process et c'est la raison pour laquelle on a développé cette activité-là. Sur la première franchise qu'on a ouverte à Villefranche, dans le Beaujolais, pour l'anecdote, c'est une personne Elodie, qui était mon étudiante quand je donnais des cours à l'université dans le cadre de mon doctorat, qui m'a suivi sur LinkedIn et qui m'a dit « Tiens Pierre, c'est bien ce que tu fais, j'ai envie de faire de l'immobilier, comment on pourrait travailler ensemble ?» Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, finalement le développement de l'entreprise, c'est une affaire de personnes, c'est une affaire de rencontres. Et moi je suis content le matin quand j'ouvre la porte de l'agence de voir toutes les personnes avec qui on a embarqué dans l'aventure et qui nous font grandir encore au quotidien. T'as parlé de franchise, du coup, pris le modèle de la franchise pour te développer. Pourquoi ce choix finalement de la franchise et qu'est-ce que ça implique du coup sur ton développement du coup? Le système de franchise, ce qui est assez intéressant, c'est que tu as affaire à des entrepreneurs. C'est des personnes qui veulent être indépendants, créer leur boîte. Et en fait, toi, tu leur mets en place un modèle, un mode opératoire pour qu'ils reproduisent ce que toi, tu as fait. Et donc, je trouvais ça assez sain de dire, bah, moi, je te mets mes outils en place, ma méthode, et tu la développes sur ton secteur. Et donc, il y a vraiment la vision entrepreneuriale. C'est la personne va travailler pour elle, pour créer sa boîte. L'autre aspect qui est assez important dans notre stratégie sur les franchises, c'est qu'on n'est que dans des secteurs différents. Lyon, Villefranche, Mâcon, Saint-Étienne. C'est des secteurs immobiliers avec des budgets différents, des objectifs différents. Et donc, c'est très complémentaire. Notre force, du coup, c'est qu'on va pouvoir proposer à un client qui a une capacité de faire plusieurs projets, eh bien, on va l'accompagner pour construire un portefeuille immobilier diversifié et complémentaire, comme ce que tu ferais en bourse. Tu mets pas tous tes œufs dans le même panier à investir 100% de tes actions, je dis n'importe quoi, dans Hermès. Tu vas avoir plein d'actions différentes. Eh bien, dans l'immobilier, c'est un peu la même vision. Tu vas avoir un portefeuille avec de la sécurité, du long terme, plus sur du Lyon-Villeurbanne, et d'autres actifs plus à risque sur Saint-Étienne, et peut-être des actifs équilibrés dans le Beaujolais. Et donc, nous, on va accompagner nos clients pour construire ce portefeuille diversifié. Et donc, aujourd'hui, on a beaucoup de clients avec qui on a fait 3, 4, 5, 6 projets. Alors, forcément, ils ont la capacité financière de le faire. Mais notre force, c'est qu'ils ont un interlocuteur qui s'occupe de tout. C'est qui tes clients avec Julien, on disait, on définit son persona type par 80% de sa clientèle et tu as les 20% d'ovnis, mais dans le bon sens, des gens qui sont un peu des outsiders. C'est qui les 80% de personnes qui représentent ton persona un peu de client? Alors nous, on a plusieurs personas, on n'en a pas un qui fait 80%. Je dirais qu'on a un premier profil, c'est le jeune diplômé qui est dans la vie active, qui a entre 25 à 35 ans,
qui n'est pas propriétaire de sa résidence principale et il sait qu'il ne va pas l'être pendant les 4-5 prochaines années. Par contre, il a compris qu'il pouvait emprunter et que s'il active ce levier bancaire, il s'enrichit dans une vision à long terme. Donc pour ce genre de profil, c'est là où typiquement on va faire le petit studio avec un prêt sur 25 ans pour que le projet lui permette de préserver de la souplesse pour ses futurs projets et y capitalise. Donc ça, c'est le premier profil. Souvent, c'est des Lyonnais, mais ça peut aussi être des Français qui vivent partout. On a un deuxième profil, par tranche d'âge, toujours je vais raisonner, plus de 35 ans, déjà propriétaire de sa résidence principale, et donc là, préparation de la retraite, transmission à ses enfants, il investit plus en bon père de famille, et là on peut construire un patrimoine avec plusieurs projets, une vision, bah tiens, sur les 3 prochaines années, on va faire un premier projet équilibré, un deuxième plus rentable, etc. Et le troisième profil, ça va être des Français qui vivent à l'étranger, qui sont souvent expats pour des grosses boîtes. Donc ils bossent à Singapour, au Brésil, etc. Donc ils ont une capacité d'investissement et une boîte comme la nôtre leur permet d'investir à distance. Ils ne pourraient pas le faire sans nous. Donc on va pouvoir faire tout l'opérationnel pour eux. Et donc ce que j'allais dire aussi, c'est que sur nos clients, je disais que ça va de 25 ans à 70 ans et ça va aussi du jeune qui gagne 2500 € par mois à des chefs d'entreprise qui gagnent plusieurs millions par an. Et donc moi, c'est aussi ça qui me plaît, c'est qu'on a une diversité de clients, une diversité de situations, d'objectifs, et c'est la raison pour laquelle je disais en introduction qu'on ne vend pas du produit sur catalogue. On va prendre le temps de comprendre la situation de chacun pour leur proposer le produit immobilier qui leur correspond. Et en fait, il n'y a pas de règle, parce que tu peux très bien avoir 25 ans et avoir un profil hyper prudent dans ton rapport à l'argent, et à l'inverse, avoir 40 ans et être ultra risqué alors que tu as ta famille à nourrir, etc. Mais tu as aussi le raisonnement inverse qui est possible. Et la question du rapport à l'argent est hyper importante quand tu investis dans l'immobilier. Comment tu réagis si pendant 1 mois, tu n'as pas de locataire, il faut que tu payes ton prêt? Comment tu réagis si pendant 6 mois, tu as un arrêté de péril sur ton appartement que tu ne peux pas exploiter? Est-ce que tu es capable de le soutenir financièrement? Mais est-ce que tu es capable de le soutenir en termes de charge mentale? Est-ce que ça t'empêche de dormir? Eh bien, en fonction de ces réponses-là, même si tu as 2 personnes qui ont le même âge, qui sont au même endroit dans la vie, les mêmes objectifs, eh bien, selon leur rapport à l'argent et à ces situations-là, on ne va pas faire le même projet. Je prends l'exemple de mon frère qui est en Norvège, qui investit dans la colocation, encore le même système qu'on fait en famille, qu'Alexis fait, etc. Lui, là où il est en Norvège, on est sur des revenus supérieurs. Il a le mindset d'investir un peu cash flow comme ce que je fais. Par contre, les banques, ils financent pas les expats. Est-ce que c'est parce qu'il a pas les bonnes portes? Est-ce que toi, tu sais l'accompagner demain? Est-ce qu'il peut devenir ton client? Parce que concrètement, il a vraiment fait le job à fond. Il est vraiment allé prospecter les banques. Il a réussi à faire financer au bout de la 30e banque un premier projet, donc il l'a fait à fond. Et c'est vraiment une banque pas la plus connue du grand public. Mais je pense qu'il n'avait pas les passe-droits que toi, tu vas permettre potentiellement d'avoir parce que tu as un réseau. Est-ce que demain, tu sais l'accompagner? Lui, il peut poser l'apport, mais c'est un résident fiscal norvégien et les gens n'aiment pas ça, en fait. Il est payé en couronne norvégienne, en fait. Oui, donc je peux pas te garantir à 100% qu'on y arrivera, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a déjà fait des projets pour des personnes en Norvège. On a fait plus de 25 pays et on a déjà même fait des pays beaucoup plus exotiques. Je peux te donner un exemple très concret qui me vient en tête. C'est une Lyonnaise d'origine qui est partie bosser en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est blacklisté. Son entreprise qui l'a salariée était canadienne, avec son siège social aux îles Caïmans. Super. Donc, sur le papier, tu te dis, ça va être très compliqué à financer. Eh bien, en travaillant avec un partenaire bancaire, on a réussi à obtenir son prêt. C'est pas nous qui le faisons en direct. Nous, on n'est pas courtier, c'est des habilitations particulières. Donc, pour des profils comme celui que je viens de citer, on utilise des courtiers qui sont vraiment spécialisés pour les non-résidents. Sinon, on a des partenariats en direct avec certaines banques spécialisées pour les non-résidents. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es non-résident, quand même, les banques vont toujours demander un apport plus conséquent. Ça peut aller de 20% à 40% du projet. Ça avait été le cas d'ailleurs pour cette cliente-là en Côte d'Ivoire, ça avait été 40% du projet. Et elles peuvent aussi demander les banques des contreparties, des nantissements sur des assurances vie pendant 5 ans, équivalent à 20% du projet. C'est des choses qu'on voit assez fréquemment, c'est des contreparties qu'elles demandent. Ouais, j'ai l'impression que j'avais
J'avais l'impression que c'était qu'en banque privée que c'était demandé ce genre de choses, mais Pour des non-résidents, c'est aussi le cas. Pas toujours, ça dépend des banques aussi. ok. Et du coup, toi, typiquement, donc tu as cette approche consulting. La bascule côté immobilier, il y a aussi des aspects légaux. Tu es censé avoir la carte G, la carte T, donc gestion, transaction. Comment ça se fait? Quand tu recrutes des gens, est-ce qu'ils viennent de l'immobilier? Enfin, sur l'aspect légal, tu gères comment cette verticale? Nous, on a toutes les habilitations, évidemment, carte T, carte G. Et sur l'aspect conseil, on a dans l'équipe gestionnaire de patrimoine qui ont cette approche, cette vision de conseil, sachant que dans le métier de l'immobilier, quand tu as la carte T, tu es censé faire du conseil. Donc c'est du conseil relatif à l'immobilier. On a un devoir de conseil. Donc on doit avoir à titre accessoire des compétences en termes de fiscalité, en termes de rentabilité, en termes de location, etc. Et donc aujourd'hui, c'est une compétence que nous on développe en interne et qui, je pense, n'est pas assez développée au sein des agences immobilières. Ouais, parce que enfin, très clairement, moi, je vois des biens là, sur lesquels je suis allé faire des visites. Alors, c'est des agents immobiliers qui vendent. Globalement, leur client, c'est la personne qui vend l'appartement. Je suis aussi acheteur, donc je suis un peu client de lui également. Clairement, moi, c'est ce que j'appelle des porte-clés. Les gars, ils sont juste bons à ouvrir des portes. En fait, tu vois, pour moi, un agent immobilier qui te vend un bien, imaginons, il a un immeuble à la vente avec une énorme fissure qui peut sous-entendre qu'il y a un problème structurel. Bon, bah, spontanément, c'est son devoir de conseil et c'est son obligation. Il ne veut pas le cacher aux visiteurs. Il y a une fissure, il y a peut-être un problème structurel. Soit vous en faites votre affaire, mais je vous le dis, et c'est son devoir. Typiquement, si je prends le côté investissement, un agent immobilier qui fait visiter un studio Place Bellecour qui va pas avoir beaucoup de rentabilité et il fait visiter ça à un jeune de 25 ans où spontanément il sait que ça va grever sa capacité d'emprunt pendant toute sa vie, eh bien, selon moi, le rôle de l'agent immobilier devrait être d'avertir le jeune, c'est peut-être pas ce qui est adapté pour toi. Je vais te réorienter sur un autre produit. Sauf que malheureusement, je pense que personne ne le fait. Nous, on le fait. Faut vendre sa cam. Je veux dire, à un moment, à la fin de la journée, le conseil, ça crée de la pertinence, mais je comprends que les agents immobiliers sont là pour vendre leurs produits. Hein. Et c'est l'approche catalogue dont je parlais tout à l'heure. Ouais, donc toi, c'est une expérience en fait de passer dans ta boîte. Enfin, après, tu es aussi là pour défendre ta boîte, bien entendu, mais ça me semble cohérent. D'ailleurs, elle n'a plus qu'à l'éprouver à devenir client, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Bah, non, mais sur le concept, moi, je suis assez convaincu. Après, il y a toujours ce côté où, voilà, c'est la contrepartie d'accepter d'enlever un peu sa rentabilité et pas le faire soi-même pour justement. Mais c'est toujours le dilemme éternel, je pense. Là-dessus, je suis même pas convaincu de ça parce que, tu vois, par exemple, en passant par nous, tu vas être en direct avec des marchands de biens, il n'y a pas d'autres agences immobilières, donc en fait, il n'y a pas de surcoût sur le produit final. Et l'autre aspect en plus, c'est que nos honoraires, quand tu fais du locatif, on peut les déduire, les passer en charge ou en amortissement. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'impact financier, surtout que nous, on étudie une 50aine de projets par semaine, on en propose 5 ou 6 chaque semaine à nos clients. Donc on a un vrai travail de filtre, de sélection qui fait gagner du temps, qui sécurise, qui optimise plus l'accès au réseau. Donc je pense que c'est pas forcément un impact financier négatif pour le client. Et encore une fois, ce que je dis souvent, c'est ce qui compte, c'est pas finalement combien ça coûte en coût direct, c'est qu'est-ce que ça va t'apporter. De la sécurité, du gain de temps, un bon projet bien placé, etc. J'étais pas venu initialement pour parler que de Cataneo, mais vous m'interrogez beaucoup sur ce qu'on fait. Non, mais c'est le but aussi. Et du coup, toi, c'est quoi les ambitions pour la suite sur le développement un peu de la boîte Nous, notre ambition, c'est vraiment d'être l'acteur de référence dans l'immobilier reconnu sur Rhône-Alpes. Je pars du principe que dans l'immobilier, tu peux pas être bon de partout. Donc, on n'a pas pour objectif de se développer au niveau national. En revanche, je veux qu'on ait une notoriété locale. On est vraiment reconnu sur nos 4 pôles, nos 4 domaines en secteur Rhône-Alpes. Je veux qu'on garde notre ADN aussi de proximité, de relations humaines. On n'est pas une grosse machine. On veut pas avoir des fonds qui s'intègrent à notre capital. On veut être une entreprise agile et maîtriser 100% des décisions de la stratégie. Ça, c'est important pour nous.
Et toi, enfin, personnellement, c'est quoi un peu, qu'est-ce que tu veux, en fait, en tant qu'entrepreneur? C'est quoi un peu Moi, ce qui ton rôle, là? m'anime aujourd'hui, c'est aussi de faire grandir d'autres entrepreneurs au sein de notre équipe, au sein de notre galaxie. Donc, tout à l'heure, on parlait des franchises, mais c'est aussi le cas sur nos directeurs de pôle qui sont des chefs d'entreprise. Et donc, ça, c'est ce qui me plaît. Et c'est de développer la galaxie Cataneo avec toute cette complémentarité de compétences, de sécurisation des projets de nos clients. Ce que je dis toujours à nos équipes, c'est quand tu fais du conseil, mets-toi à la place du client. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à sa place? Quelle décision il doit prendre? Et donc ça, pour moi, c'est primordial. Et je pense que dans l'immobilier, tout le monde devrait travailler de cette façon-là, vu les enjeux. Quand on achète de l'immobilier, on s'endette sur 15, 20, 25 ans. C'est des grosses sommes d'argent. C'est pas un achat compulsif. On n'a pas le droit de se tromper. C'est pas une paire de chaussures. Donc, soyons rigoureux et travaillons sérieusement. Je reviens sur un sujet. Il y a aussi le coût. Quand on se consacre à l'immobilier, tout à l'heure, tu parlais du fait de déléguer. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai eu un peu de changement de locataire. Je me suis prévu dans mon agenda 30 minutes tous les matins pour reposter mes annonces, faire des échanges sur Messenger, mais ça me coûte dans ma journée. Et en fait, c'est pas optimal parce que quand quelqu'un me répond, il faudrait qu'on ait une conversation, j'allais dire humaine, tout au long de la matinée pour qu'à la fin, on se fixe un rendez-vous. Moi, je réponds à 8 heures. Faudra attendre le 8 heures demain pour que je reprenne le fil. Donc déjà, je suis pas optimal dans ce que je fais. Je me démerde à le faire. Mais entre 9h, entre 8h30 et la fin de journée, du coup, j'ai ce côté, je pourrais peut-être lui répondre, mais si je le fais, je me consacre pas à mon activité principale. Et en plus, toi, je crois que tu es pas mal de l'école Eugineuve de cette vision. Il y a un coût caché à gérer son immobilier. Au-delà de l'aspect financier du mieux fait, il y a un vrai coût caché, je pense. Bien sûr. En fait, déjà, ce qui est très bien, c'est qu'en le faisant toi-même, tu te rends compte de la difficulté du métier, du temps que ça prend, des enjeux techniques, etc. Et si je rebondis sur le côté coût caché, c'est sûr que le temps que tu passes à faire cette activité-là, faire des états des lieux, trouver les locataires, rédiger le bail, etc., en fait, c'est du temps que tu ne passes pas à faire ton activité principale qui peut-être te rapporterait plus d'argent ou qui serait simplement une activité de plaisir. Donc moi, je suis partisan de chacun son métier. Je peux donner des exemples très concrets en gestion locative. Les gros risques, c'est les gros risques, ça va être les impayés locataires, la relation que tu vas entretenir avec le locataire qui peut te demander toujours plus quand tu es traité en direct avec un particulier. Ah tiens, j'ai mon mur qui est un peu blanc, qui est un peu jauni, est-ce que tu pourrais me remettre un petit coup de blanc? Ça, c'est des choses qu'on voit où il y a une vraie relation qui s'installe en direct entre le locataire et le propriétaire. Le locataire demande toujours plus de choses. Bon, nous, on donne un cadre et on évite tous ces sujets-là. Et le gros sujet, c'est les états des lieux de sortie avec les contestations. Je ne sais pas comment tu entretiens tes logements, mais nous, en tant que professionnels, on a un vrai cadre, comparateur, logiciel. Voilà l'état des lieux de sortie, voilà l'état des lieux d'entrée, comparatif, devis, on prend sur le dépôt de garantie, on remet en état. C'est tout automatisé, industrialisé et entre guillemets, certes, il y a j'ai pas envie de dire qu'il y a plus d'humain, mais en fait, c'est que c'est du factuel incontestable. Alors que si toi, tu as créé une relation avec un locataire, bah là, tu mets de l'humain et c'est souvent source de conflit. Ouais, il y a ça, il y a aussi Modulo Ma Flemme. Là, typiquement, j'ai enfin, moi, je sais que j'aime bien mettre bien mes locataires. J'aime bien en prendre soin. Par exemple, j'ai une locataire, c'est une Iranienne. Déjà, elle a galéré à trouver un logement parce que pas hyper évident comme dossier. Elle avait une garantie visale pourtant. Et du jour au lendemain, elle reçoit plus d'argent de sa famille. Et la pauvre, en plus, elle perd son emploi parce qu'en fait, elle avait un travail à côté. Et la boîte a liquidé. Donc, si tu veux, double malchance. Normalement, elle est censée faire 30 jours de délice. Il n'y a pas de modulo sur ça, si je dis pas de bêtises. D'un côté, moi, j'ai envie de l'arranger. D'un autre côté, en fait, c'est la période creuse, donc c'était le pire moment pour me faire ça, mais elle l'a pas choisi. Mon petit côté humain a envie de lui dire, soit je t'arrange, donc je l'ai fait partir plus tôt, je l'ai arrangé, mais voilà. Soit, vas-y, je te fais un mois gratuit le temps que tu te remettes à flot. Mon cœur a envie de faire ça. Le problème, c'est que je sais très bien que si je fais ça, forcément, on me demandera un deuxième mois. Les autres colocs vont se rendre compte qu'on peut gratter un mois gratuit. Et en fait, tu mets le doigt dans un mécanisme d'une bonne volonté. Tu mets le doigt dans un mécanisme qui finit par être. En fait, de toute façon, le social dans l'immobilier, on le regrette toujours, j'ai l'impression. Je suis assez d'accord avec toi. Et c'est très triste, je trouve. Mais ça, à la limite, c'est. J'ai pas de solution parfaite sur tout ça. Peut-être que tu la trouveras. Sur le côté délégué, par contre, donc là, on a parlé des côtés positifs, le gain de temps. Et en fait, nous, aujourd'hui, il y a des listes qu'on n'a pas appelées pour notre propre boîte.
on paye 2-3 000 euros de budget par mois pour notre publicité, on a 5 leads, c'est intolérable qu'on les ait pas appelés. Et il y a beaucoup plus d'argent à la clé qu'aller faire juste un état d'entrée des lieux. Individuellement, collectivement, on est à 50-50. Aller gérer mes colocs, c'est pas respectueux du business que je partage avec Alexis, d'une certaine manière. Par contre, il y a aussi, je délègue ma coloc. Qu'est-ce qui fait que mon agence, elle fait un bon taf? Forcément, aujourd'hui, toi, tu vas forcément me dire que vous faites du bon taf, ce qui est normal, ce qui est cohérent, et encore heureux que tu me dises pas le contraire. Imaginons que tu me devais me donner les clés pour choisir mon agence, ce serait quoi ta recommandation? Et t'as pas le droit de te recommander toi. En fait, nous, on a ce qu'on appelle un contrat d'engagement qui récapitule toutes les actions qu'on met en place pour louer facilement et pour bien gérer avec un calendrier des tâches. Donc, on s'engage à réaliser toute une liste d'actions au fil du mois pour trouver les locataires, pour bien gérer l'appartement. Et donc, je pense que c'est important d'être vigilant sur quelles actions sont mises en place par l'agence. Parce que gérer une coloc, c'est pas comme gérer un studio ou un T2 en location nue où pendant 3 ans il se passe rien. Non, une coloc, on sait qu'il y a des rotations, on sait qu'il y a plus de dégradation au sein de la coloc. Et donc, il faut être très vigilant à quelles sont les actions, le potentiel, toutes les actions qui amènent l'agence à pouvoir louer facilement. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Ok. Je voulais passer sur notre sujet, sur l'acquisition, avant que tu avais une autre question. Non, c'est parfait. Je voulais rebondir aussi sur plus l'activité en elle-même. Ouais, nous, on est l'agence d'acquisition, on a créé Convertix, on fait de la publicité sur Google et Meta et on apporte des leads à nos clients. On a de plus en plus de clients sur l'immobilier et ça marche plutôt bien pour pas mal d'entre eux. Tout ne marche pas à 100%, mais pas mal de choses fonctionnent. On a une vision très générée du lead pour faire du business. Est-ce que toi, tu as des besoins? C'est pas tant une question de prospection ce que je te fais, quoique, mais surtout, comment ça se passe en acquisition client? Comment je trouve des clients? Est-ce que tu as des budgets publicitaires? Ça se passe comment? Ouais, alors nous, historiquement, on s'est développé par le bouche à oreille. Je dirais qu'en moyenne, nous, un client nous en rapporte 2. Donc ça a été jusqu'à l'année dernière, on a mesuré les stats, 50% de nos clients, c'est du bouche à oreille. On a 20% aussi de repeat, donc des deuxième, troisième, quatrième projets pour le même client. On en a un avec qui on en a fait 10 pour donner un ordre de grandeur. Ça témoigne aussi de la satisfaction client. Donc ça, c'est 2 indicateurs que j'aime bien, parce que quand tu es recommandé, c'est que ton client, il est satisfait, et quand il revient, c'est également le cas. Et en plus, c'est de l'acquisition qui coûte pas cher. Donc ça, c'est parfait. On a créé du coup un petit club ambassadeur pour nos clients ils nous recommandent, etc. Sur notre acquisition, on a aussi depuis l'année dernière un petit peu investi en com, en site internet. On a testé du référencement payant pour aller chercher de nouveaux clients. Et concrètement, on n'a pas du tout été satisfait. Donc je serais curieux, vous, en tant que professionnel, pourquoi pas, je suis à l'écoute, que vous regardiez ce qui avait été fait, que vous compreniez pourquoi ça n'a pas marché. Et si demain vous me dites, bah voilà ce qu'on ferait, et nous on est confiants dans le résultat que ça pourrait générer, pourquoi pas travailler ensemble? Je t'ai dit que le podcast nous rapporterait du business. Non, mais on a essuyé les plâtres. Il y a typiquement Google Ads qui semble très satisfaisant sur le papier. En fait, les gens ne cherchent pas investissement locatif clé en main. Parce que les gens qui ont besoin n'ont pas connaissance du fait que ça existe. Donc tu pourrais dire, j'attaque plus au tunnel, j'ai eu un héritage, comment investir, mais c'est beaucoup trop au tunnel, faut le maturer. Par contre, tu as d'autres verticales, typiquement tu as du méta qui peut bien marcher. Par exemple, ça peut être une publicité, investissez à Lyon, tu vas brasser large et après tu vas avoir plein un peu moins de leads et après il y a des tunnels, on te fera un peu. Nous, l'agence nous avait fait plein de promesses. Ah, c'est un super secteur, ça va cartonner, je vais vous amener plein de leads. On avait mis quand même un budget, je pense, assez correct. On devait mettre 800 euros par mois de pure pub et autant pour l'agence en accompagnement. Je sais pas si c'est un budget qui vous paraît correct. Pendant 3 mois. Et je crois qu'on a eu 3 leads pas du tout qualifiés, quoi. Oui. Donc on a pas nous. Sur du Google, du coup Il me semble que c'était ça. Après, c'est pas ma partie, c'est pas moi qui suis en direct, mais oui, il me semble que c'était du Google Ads. Les honoraires sont pas déconnants. C'est pour un vrai travail, hein, si tu veux, si tu fais un travail juste gaspiller de l'argent, je peux acheter les solo local. Mais si pour un vrai travail, c'est pas déconnant, c'est juste le budget publicitaire, 800 euros au coût par clic. C'est un peu faible sur Google. Et surtout que, je rebondis sur ce que disait William, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur une intention de recherche qui est très mature, investissement clé en main. Et ça va être sûrement tes concurrents qui vont taper pour voir comment ils sont positionnés et qui vont cliquer sur les pubs.
À la limite, sur la recherche, par exemple, de mandats de gestion, enfin, des personnes qui veulent mettre en location leurs biens ou qui veulent, par exemple, trouver un syndic, tout ça, là, on a de meilleurs résultats sur la partie Google. Après, c'est vrai que sur Meta, là, ça peut être intéressant même d'utiliser des supports vidéo, finalement, où tu vas beaucoup plus pouvoir présenter le projet, les gens vont s'accrocher à toi, à ce que tu es, à ce que tu vas transmettre aussi. C'est vrai qu'on a des bons résultats sur la partie vidéo. Nous, l'analyse qu'on a eue, c'est que l'immobilier, c'est vraiment une affaire de confiance, je Ouais. pense. Et donc, quand tu fais de la communication, Google, publicité payante, etc., tu pars tellement de loin dans de la prospection froide que c'est plus difficile de transformer, d'attirer. Et donc, on s'est dit finalement peut-être qu'il faut qu'on capitalise sur tous nos clients où finalement le coût on va dire, du club ambassadeur ou des recos est bien inférieur. Et on part avec de la prospection beaucoup plus chaude vu que tu es recommandé. Je pense qu'on peut te faire gagner quand même du business avec Meta. Non mais, enfin, dans le sens où le bouche-oreille, on sait que ça finit toujours un peu par s'essouffler. Tu as ce côté recommandation. À un moment, tu as fait le tour dans certains réseaux. Donc, investir, c'est intéressant. Google Ads, nous, pour le coup, on a essuyé les plâtres sur ton secteur et ça n'a pas fonctionné plus que ça. On a eu des petits résultats, mais rien de convaincant. T'as pas mis assez de budget publicitaire, je pense. Ok. Encore heureux, parce que a priori, ça a pas On avait marché. écouté l'agence sur Ouais. ce sujet-là. En revanche, je m'interroge si demain tu travailles avec d'autres acteurs de mon domaine, comment tu fais parce que du coup, tu aurais deux clients qui seraient concurrents. C'est possible. La réalité, c'est qu'il faut mettre des gros budgets pour capter l'ensemble des requêtes, donc la concurrence n'est pas totalement directe. Sur ton cœur de métier, en l'occurrence, je suis en train de signer, je t'ai pas forcément dit, mais quelqu'un en Alsace, avec qui on va faire ça essentiellement sur du neuf. Il y a quand même un peu ce côté éthique de pas mettre typiquement sur la gestion, on est déjà staffé sur Lyon, donc à discuter et à voir. Mais sur ta verticale investissement locatif clé en main, tu parles de confiance. En fait, du coup, il faut que les gens te voient. Il faut que les gens, quand ils sont, je sais pas s'ils sont dans une démarche d'investissement, s'ils se renseignent sur les investissements, c'est des signaux qu'on peut capter sur Meta, sur YouTube Ads également, mais Meta me parle beaucoup plus à ce niveau-là. Et en fait, tu peux confronter, on pourrait te demander de faire une vidéo où toi, t'apparais, tu dis, par exemple, ça c'est Ethan. Ethan, il a 25 ans, il vient d'être diplômé, il a pas envie d'acheter sa résidence principale parce qu'il est en région parisienne. Il a décidé de faire un investissement sur Lyon. Laissez-moi 30 secondes pour vous expliquer comment ça se passe. T'as ta vidéo où tu présentes l'investissement. Maintenant, si vous voulez regarder si c'est possible pour vous, cliquez sous la vidéo, on emmène vers une landing page. Une landing page qui explique Cataneo, ce que vous faites, quand, comment, pourquoi, pour qui. Vous pouvez remplir un formulaire. Et avec ça, il y a moyen de ramener du résultat. Et en tout cas, on l'a fait sur plein de clients, c'est notre cœur de métier. Il n'y a pas de garantie par contre. On en discutera. Ouais, non mais très, très chaud. Mais de toute façon, c'est notre cœur de métier, donc on y croit pas mal. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'agence qui te garantit les résultats... Non, c'était des promesses. Red flag. Mmh. Ouais, non, Des mais... promesses. Ah, c'est ce que je dis à chaque fois. Je peux pas vous promettre ça, ça serait mentir. Donc, moi, je promets de mettre en place des moyens pour qu'on y arrive, mais sur les résultats, c'est toujours délicat. Ça dépend C'est tellement de- exactement comme la gestion d'une coloc. Je peux pas te promettre que Ouais. ça sera loué de février à juin parce que le marché, on ne le maîtrise pas. Ouais. En revanche, je te promets de mettre en place plein de moyens, plein d'actions pour favoriser la location et qu'on y arrive. Et c'est aussi dans notre intérêt. Et inversement, tu as un track record, on commence à en avoir un pas mal aussi. Donc, on va faire du business ensemble, je crois. Et il y a des choses à explorer. Sur la partie, tu disais, tu prends un pourcentage de ce qui est encaissé, c'est ça, hein, Pour les colocs, oui. pour les colocs. Et du coup, tout ce temps que tu vas passer où il n'y a pas finalement de locataire, c'est là où tu vas mettre plus d'intensité. Donc en fait, tu fais le pari que du coup, tu te rémunères après finalement, quand ça sera loué. Et Oui. tu t'investis du temps en fait. Mais finalement, qui n'est j'ai pas le même encore- intérêt que le client. Parce Oui, que non, lui, mais oui. s'il n'a pas de loyer, donc sa rentabilité se dégrade. Et si moi, c'est pas loué, j'ai pas d'honoraire. Donc on a vraiment le même Ouais. objectif, c'est que ce soit plein tout le temps. Et cette formule, elle est assez innovante dans l'immobilier. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres agences qui le font. Je crois pas. J'avais regardé Okoro qui avait un système. Bon, il facturait aussi au bail. Un peu. Ouais. C'était Je la crois bonne qu'il version. facture à chaque changement de locataire. Ouais, il y avait quelque chose comme ça. Ça me semblait correct, mais en fait, là, ton modèle, le risque est totalement partagé. La crainte que je pourrais avoir, parce que moi, j'ai un Airbnb sur Lyon et je vois ce que tu dis, que ça marche de moins en moins bien. Ça marche de moins en moins bien. C'est Anthony qui le gère. Les paires sont de moins en moins bonnes. C'est structurel, c'est le marché. On est aligné sur les intérêts, mais eux, en fait, du coup, je pense qu'ils s'investissent moins dans la location courte durée. Ils sont pas cons, ils ne disent pas de tout arrêter parce qu'en fait, ils vont pas torpiller leur propre business, mais il y a moins de potentiel. Tu signes, toi, tu as intérêt du coup à signer des mandats, faire ton max pour les remplir, mais si c'est pas rempli, comment dire, si c'est pas rempli, t'as fait ton max, mais t'as pas une obligation de résultat. Et moi, j'ai ce côté où aujourd'hui,
quand c'est moi qui le gère, je me défonce pour ma coloc. Toi, tu as un portefeuille de coloc, donc il faut que le portefeuille soit rempli. Mais le problème, c'est Moi, si je veux maximiser la rentabilité de l'entreprise, mon parc locatif doit être plein à 100%. Parce qu'à côté de ça, moi, tous les mois, j'ai des salaires à payer, j'ai des annonces à payer. Et quand tu es professionnel, le coût des annonces, je pense que les personnes ne savent pas, mais ça coûte une fortune. Moi, j'ai 6 000 euros par mois d'annonces entre Se Loger et Le Bon Coin. c'est... Ah oui, Donc, c'est un beau budget, quand même. Quand tu es une agence comme nous, tu payes tes bureaux, tes équipes, tes assurances, tes annonces. Crois-moi que j'ai envie que mon parc locatif il soit plein à 100% pour rentabiliser tous ces investissements-là. Toi, tu veux rentabiliser ton actif immobilier. Moi, j'ai besoin de rentabiliser tous mes investissements financiers dans ces solutions-là. C'est une réponse convaincante. Il a levé la dernière Il a la barre. réponse à tout. Non, mais là, j'essaie de trouver la petite bête, j'arrive pas là. Non, mais c'est maîtrisé. Et du coup, ça montre aussi un côté persévérance, personnalité. On a beaucoup parlé de ce que tu faisais. On n'a pas tant parlé de toi et je sais pas ce que tu veux révéler ou pas, mais moi, j'aimerais bien comprendre, toi, tes motivations au quotidien sur l'entrepreneuriat, sur l'immobilier. Est-ce que tu travailles 30 heures par semaine, 80 heures? J'aimerais bien savoir ta vision entrepreneuriale. C'est quoi l'entrepreneuriat pour toi? Est-ce que tu pourrais pas être salarié? Est-ce que tu es entrepreneur? Enfin, c'est quoi l'entrepreneuriat pour toi, vraiment? Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de faire des rencontres et de aussi avoir un projet d'équipe. Je dirais que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment des relations humaines. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'associer des personnes méritantes avec qui on va construire un projet en croisant leurs visions, les nôtres. C'est vraiment ça qui m'anime, développer des projets, challenger les process, avoir une vision stratégique et piloter vraiment le chemin pour aller là où on souhaite et le faire évoluer en cours de route. Tout à l'heure, je parlais de nos personas, des non-résidents, des expatriés. En fait, c'est des clients qu'on n'avait pas du tout imaginés quand on a créé l'entreprise. Et donc, au fil du temps, on s'est adapté pour cette niche-là et comment l'atteindre, etc. L'entreprise de rénovation, c'est pareil, on l'avait pas du tout imaginé au démarrage. Finalement, on s'est aperçu qu'il y avait besoin de sécuriser cette phase-là. La partie vente également, elle est venue assez récemment parce qu'on a aussi de la demande. Donc en fait, le projet d'entreprise évolue avec le temps, évolue avec les personnes que l'on rencontre, avec l'énergie des personnes. Donc ça m'anime. Et moi, en tant qu'entrepreneur, j'adore aussi bien donc voir des personnes en interne, mais aussi en externe, des personnes qui vont m'inspirer. Lundi soir, j'ai fait un tournoi de paddle avec plein de dirigeants lyonnais. Il y avait vraiment du beau monde, des personnes inspirantes. Et donc, c'est génial aussi de pouvoir avoir un entourage qui nous inspire, qui nous donne des idées, qui nous challenge. Sur le rythme de travail, je pensais réduire le rythme ces derniers temps. En fait, je me rends compte que j'aime bosser, j'aime parce que ça me stimule de développer des projets, de rencontrer des personnes qui vont me donner des idées et donc je passe du temps là-dessus. Donc je dois bosser peut-être 60 heures par semaine, mais quand j'étais consultant en stratégie, j'en bossais 70 et en plus je prenais l'avion 3 fois par semaine. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'essaye de bosser pas mal la semaine, je fais un gros volume. En revanche, je profite bien de mes week-ends et c'est un peu ça la vision que j'ai et je m'épanouis la semaine au travail et je m'épanouis sur le perso en week-end. C'est ma vision pour le moment. T'as eu tes enfants, j'imagine, en cours de route de l'entreprise, ce qui me semble à peu près cohérent, ou pas d'ailleurs. Allier les deux, c'est possible? Ça demande une bonne organisation et un bon équilibre aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir ma femme qui a aussi une belle carrière professionnelle, qui lui travaille beaucoup aussi. Et donc, on a fait le choix de s'organiser avec des personnes qui nous aident à domicile la semaine pour qu'on puisse... Nous, on gère bien les matins, on a une personne qui nous aide les soirs et on profite le week-end. Donc, encore une fois, c'est une question d'organisation et d'équilibre. Ouais, donc, en fait, tout problème a sa solution et si on est pragmatique... De toute façon, je pense dans l'immobilier, il faut être pragmatique. Hein. On disait tout à l'heure qu'est-ce qui te stimule, comment tu te développes, etc. Et je pense que c'est hyper important d'avoir un équilibre perso-pro. Moi, j'ai ma femme qui me soutient, qui me dit « Ah, c'est top ce que tu fais ». Parfois, quand je ramène des sujets, des petits problèmes à la maison, je suis curieux d'avoir son avis. Ça me permet aussi de prendre du recul, d'avoir sa vision. Et donc, c'est important quand tu es chef d'entreprise d'avoir une personne chez toi qui vraiment te supporte, te soutient et qui va pas te dire « Ah bah, t'es encore pas là, ah bah, tu rentres tard ». Par contre, faut jouer le jeu et faut lui dire « Tiens, cette semaine-là, je sais que ça va être chaud. J'ai 2-3 événements. C'est pour le bien de l'entreprise. » J'essaye de sélectionner, d'aller qu'à des événements dans lesquels
je veux passer un bon moment avec des bonnes personnes et de pas y aller par contrainte. Je veux pas aller à des invitations où je sais que ça me plaît pas et je me force, quoi. Donc ça, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir trier, sélectionner. Mais au début, c'était peut-être un petit peu moins le cas. Au début, il faut se faire connaître. Tu vois, des trucs où t'as pas forcément envie d'aller. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir un petit peu les événements qui me plaisent. Donc, tu vois, moi, quand je vous raconte ma semaine, lundi soir, j'avais le tournoi de padel avec plein de dirigeants lyonnais. Hier, j'ai donné une conférence dans des écoles. Ce matin, avant d'arriver chez vous, j'ai présenté notre offre de gestion à une fondation pour récupérer 60 biens en gestion. Là, on fait notre podcast. À 14h, je vois un gestionnaire de patrimoine, on tourne une vidéo. Ce soir, on fait un apéro immobilier à l'agence avec plein de personnes. Et demain, j'ai un petit temps off avec tous mes partenaires qui sont aussi des copains, notaires, huissiers, gestionnaires de patrimoine. On se fait un bon déjeuner, on se fout des bonnes bouteilles de vin et on passe un super moment. Bon, bah, c'est ça qui m'attire dans ma semaine, c'est que je vais passer plein de bons moments avec de la valeur. Et c'est ça qui me plaît dans l'entrepreneuriat, en fait. Et le pire, c'est que tu bosses pendant que tu Et j'ai pas l'impression de bosser, en fait, quand je fais tout Et ça. j'ai l'impression que tu as quand même pas mal délégué l'opérationnel finalement, parce que tu peux te permettre de passer un peu plus de temps dans ce type d'événement. C'est vrai que là, tu me dis, là, en journée, en semaine, moi, je vois mon agenda, là, c'est pas possible enfin, je peux pas faire comme toi, là, tu vois, Oui, sur cette semaine. j'ai la chance, comme je disais tout à l'heure, d'avoir fait des rencontres des personnes qui aujourd'hui maîtrisent l'opérationnel. Ça a été un peu le deal. Moi, ce qui me plaît, c'est de rencontrer des gens, avoir de la vision, entretenir les réseaux avec des personnes avec qui on s'apporte mutuellement. Et puis, sur le volet opérationnel, on a des équipes aujourd'hui qui sont en place et qui prennent le relais. Ouais, mais de toute façon, aujourd'hui, toi, t'es retourné sur l'opérationnel, notamment parce qu'on n'avait pas assez de consultants pour faire l'opérationnel, ce qui a été un choix stratégique, qui est peut-être pas le bon d'ailleurs, ce qui fait que tu retournes sur l'opérationnel, ce qui fait que tu as moins de temps pour le commercial. Et en fait, c'est tout un système avec des solutions. Donc là, on est en train de recruter un nouvel opérationnel parce qu'on a 3 consultants CDI en interne. En fait, on s'est dit, on prendra le 4e dès qu'on aura beaucoup de travail à lui donner. Mais du coup, Oui. en fait, j'ai plus d'associé qui fait du En fait, commercial. tout à l'heure, on me parlait de déléguer la gestion. Mais en fait, si tu ramènes aussi à ton métier de dirigeant, c'est quoi la valeur que tu apportes quand tu es dirigeant? Et donc, toutes les tâches qui pourraient être faites par une autre personne de ton équipe, en fait, pour moi, la qualité du dirigeant, c'est de savoir s'entourer et de déléguer ces tâches-là. C'est aussi important que de déléguer sa gestion locative, parce que ça va te libérer du temps pour faire des tâches qui vont apporter le plus de valeur à l'entreprise, et qu'en plus, c'est des tâches qui te plaisent. Bah là, c'est super. Putain, oui. Là, c'est bon, on va remettre en cause l'entreprise. On va tout modifier cet après-midi. Ça va être. Non, mais la délégation, de toute façon, on avait déjà intégré ce sujet. C'est juste que là, on a eu un mois d'avril de zinzin sur la partie signature. Et forcément, on est obligé de reprendre l'opérationnel, mais Bien c'est sûr. le problème. Après, ce qui est évident, c'est que le dirigeant, souvent, il est là aussi pour compenser quand tu as un flux d'activité, quand tu as des problèmes, faut intervenir. Et ça, attention, je le fais encore. Je pense que c'est là où est notre rôle aussi. C'est pour ça que, voilà, et je pense qu'il faut qu'on assure pleinement cette tâche, quoi. Mais ça permet de définir la priorité. Tu vois, c'est ce qu'on s'est dit en point M2 hier. Moi, j'étais beaucoup sur les marchés publics en ce moment. Tiens, on n'en a même pas parlé sur les 2 podcasts d'ailleurs. Aujourd'hui, il est très clair pour moi que la priorité numéro 1 de la boîte, c'est de recruter la nouvelle personne. Parce que la nouvelle personne, elle va libérer l'agenda Alexis qui va lui permettre de se remettre sur du commercial. Parce qu'aujourd'hui, là, on compense des lacunes dans la boîte aujourd'hui. Et quand une entreprise évolue, c'est normal de se poser plein de questions. Nous, en ce moment, sur la partie gestion locative, on se questionne, est-ce que dans le métier de location, c'est la même personne qui va faire la vente de la location au téléphone, qui va rédiger le bail sur le côté plus administratif, et ensuite qui va faire l'état des lieux sur le côté technique. Donc en fait, c'est 3 compétences dans le même métier, dans la même fiche de poste. Est-ce qu'il faut avoir une organisation polyvalente, où la même personne fait tout de A à Z, alors que souvent la même personne va exceller que sur une des 3 tâches? Ou est-ce que tu recrutes 3 spécialistes? Ça me Mais rappelle, du coup, tu cloisonnes et tu fais un peu de taylorisme, mais tu es plus efficace. Donc ça, quand l'entreprise évolue, je pense que c'est normal, c'est un débat polyvalence versus spécialisation qui est intéressant. Nous, sur le pôle de gestion, on franchit les 10 personnes, donc on se questionne, et c'est normal, je pense aussi. Et ça rejoint le côté de délégation. C'est quoi ta singularité, là où tu es bon, ce que tu aimes faire? Et je pense que nous, on essaye vraiment de se questionner selon notre organisation qu'on considère efficace et selon les personnes qu'on a en interne pour essayer de trouver de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Et donc c'est d'où l'importance de se questionner, c'est quoi ma singularité, c'est quoi où je suis bon, c'est quoi ce que j'aime faire, et aussi bien pour le dirigeant, mais aussi pour les équipes.
Et on pourra bientôt te déléguer tout ça à des IA aussi, tu poseras plus la question. Ça sera le rêve. Et alors, bah, tu vois, j'étais la semaine dernière sur BFM pour justement parler de la place de l'IA dans l'immobilier. Et nous, on en a mis vraiment pas mal en place sur chacun des pôles sur lesquels on travaille. Et sur la gestion locative, bah, pour reprendre cet exemple-là, sur le traitement des dédits. Donc, le locataire s'en va, il nous fait soit un mail, soit un courrier. Nous, on enregistre le fichier, soit un coup de scan ou le mail. Et derrière, tout est automatisé grâce à l'IA. On avertit le propriétaire, le locataire, on programme le nouvel état des lieux, on remet les annonces en place, on enregistre la situation comptable. Donc tout ça, en fait, à chaque réception de dédite, par exemple, c'était avant 1 heure et demie de travail par dédite, fait manuellement, répétitif, pas vraiment de valeur ajoutée. Grâce à l'IA, aujourd'hui, c'est 2 minutes. Donc, on reçoit 80 dédites par mois, un équivalent temps plein. Master. Il y a l'IA, mais en fait, il y a 20 000 sujets que je voulais aborder aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on n'en aura pas le temps aujourd'hui. On a abordé plein de sujets, on a enfoncé plein de portes. Donc, on n'aura pas le temps de tout traiter. En tout cas, bah, merci, c'était trop cool de te recevoir aujourd'hui. On a appris plein de choses, notamment sur la partie délégation. Je pense que tu as chopé des clients et on va peut-être en choper un, donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, vous, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Les likes sont super importants. Ça booste notre chaîne YouTube. Ça permet à nos vidéos d'être découvertes et ça nous encourage à toujours continuer. Abonnez-vous naturellement, ça vous permettra de recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Et si vous avez des questions, mettez un commentaire, on aura peut-être l'occasion de faire un prochain épisode, donc ce sera l'occasion de passer en revue les questions que vous avez posées. C'était William, Alexis de Décroche ton téléphone. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu veux placer ou... Merci pour l'invitation. Et puis pour l'immobilier, faut oser, faut passer à l'action parce que le temps joue pour nous dans l'immobilier. Génial. On se dit à très vite.